Alors, comment booster, dans ce cas, l'investissement en RDC? Jeudi Économie reçoit pour vous le directeur général pour la RDC de KPMG, Monsieur Luisan Kiyombo. Bonjour. Bonjour, monsieur Ambago. Vous êtes directeur général pour la RDC de KPMG. Oui. C'est quoi KPMG? KPMG, c'est un cabinet d'audit international parmi les quatre grands qu'on appelle. En fait, l'origine du nom, c'est l'ensemble des quatre noms de ceux qui avaient commencé. Mais aujourd'hui, KPMG, c'est devenu un nom. KPMG, c'est à travers le monde. Nous sommes dans plus de 150 pays. Nous sommes un chiffre d'affaires global de autour de 50 milliards de dollars. Et en RDC, on est là depuis 1984. C'est pas un sigle KPMG, non. Non, C'est pas un sigle, c'est un ce nom. n'est plus un sigle, c'est un nom. Alors, comment... Avant qu'on puisse en arriver là, c'était Clevert, Pitt, Marvick et Gordon, qui sont les quatre associés qui avaient créé. Mais aujourd'hui, on a figé ça en un nom, KPMG. Qui est essentiellement dans quel secteur? Qui est dans le secteur financier, l'audit des entreprises. Donc, nous contrôlons les entreprises et nous les conseillons en matière de gestion et en matière de fiscalité. Et comme commissaire aux comptes, nous vérifions si les états financiers des entreprises sont bien tenus. Vous êtes invité également par les services de l'État. Nous sommes aussi en travaillant avec les bailleurs de fonds, par exemple la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Nous travaillons avec la Banque africaine de développement lorsqu'il finance l'État. Et l'État lui-même aussi, quand il a des conseils qu'il a besoin de nous, de chez nous, nous travaillons avec lui. Il y a déjà des études réalisées remarquables pour l'État congolais déjà? Oh, bien sûr, plusieurs. La mise en place de beaucoup de réformes qui ont été faites. La mise en place, par exemple, lorsque vous avez vu la loi sur le numérique, vous voyez que c'est le ministère du numérique qui le porte, mais nous avions accompagné l'État dans ces domaines-là avec l'appui de tout notre réseau français, francophone et anglophone. Quelles sont les conditions pour que vous puissiez accompagner? Nous sommes un fournisseur de services. Donc, lorsque nous travaillons avec les sociétés ou l'État, nous nous convenons sur les conditions et ils nous payent pour ça. Le coût est plus élevé que les autres organisations? Non, non, parce que nous restons justes, parce que il faut comprendre d'abord que le métier d'auditeur, c'est un métier qui est réglementé au niveau mondial. Donc, nous avons des normes que nous respectons et il nous est même interdit de surfacturer nos clients. Nous facturons nos prestations en fonction des heures passées et il est difficile que quelqu'un puisse dire que les coûts sont trop élevés parce que nous nous convenons même avec nos clients avant de commencer chaque mission. Ça peut aller de combien à peu près, le plus bas et le plus haut? Ça peut aller de 1 000 $ à 10 millions de dollars. Ça dépend. Donc, un opérateur économique, une PME peut également vous solliciter? Bien entendu. Même des petites sociétés. Nous, ce que nous faisons d'ailleurs, nous encourageons des petites sociétés qui ne... Vous savez, aujourd'hui, le problème que nous avons aussi dans l'organisation des petites entreprises, c'est que les gens veulent tout faire pour eux. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire pour vous. Vous êtes concentré dans une production, vous donnez des services, des choses comme suivre les impôts, gérer vos finances, vous les donnez à quelqu'un. Ça peut être KPMG, tout comme ça peut être un petit cabinet, mais il faut le faire à ces moments-là. Si vous vous regroupez à plusieurs, quand vous êtes petit, vous devenez grand. C'est comme ça que nous avons accompagné la Banque mondiale, par exemple, dans le projet Transform, où on est en train de transformer des opérateurs congolais, des femmes entrepreneurs à qui la Banque mondiale a donné des financements. Et nous, on a été là pour les former, pour les guider dans ce qu'ils font. Quand ils sont ensemble, le coût même de nos services, pour eux, c'est vraiment insignifiant. Il vous arrive également de conseiller le gouvernement lors de l'élaboration du projet de budget, par exemple? Il arrive que le ministère des Finances nous consulte sur un sujet ou un autre. Et il arrive aussi beaucoup que nous travaillons pour la Direction générale des impôts dans la mise en place de toutes les réformes qu'ils sont en train de faire. Alors, le constat est amer, très peu d'investissement
en RDC, malgré son potentiel. Comment vous pouvez l'expliquer? Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à cela. Comme vous savez, l'argent n'aime pas le bruit des bottes. L'argent ne circule pas là où le propriétaire ne se sent pas en sécurité. Et puis, l'argent ne circule pas là où il n'y a pas d'infrastructure. Ça dépend de quel genre de business que vous voulez implanter. Par exemple, si vous voulez travailler dans l'agriculture et qu'il n'y a pas de route, vous ne travaillez pas. Le chemin de fer, vous ne travaillez pas. Même les minéraux. Quand vous voyez de près, les autres pays, les minéraux sont transportés par des trains. Mais en RDC, les minéraux sont essentiellement transportés par des tracts, ce qui coûte énormément cher. Donc l'investissement, le coût de l'investissement au Congo, la sécurité de l'investissement a perdu de la valeur à cause de tous ces différents facteurs qui ne sont pas réunis. Le climat des affaires aussi en est pour beaucoup. Le climat des affaires, l'interprétation de ce terme-là, d'ailleurs, il est parfois mal pris. Le climat des affaires, c'est-à-dire le climat qui est autour de la création de l'entreprise, de la gestion de l'entreprise, n'est pas au top. N'est pas au top. Les opérateurs économiques vous diront qu'il y a trop de tracasseries. L'État aussi vous dira qu'il doit faire le maximum pour réaliser ses objectifs afin de bien gérer ses citoyens. Donc, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais pourtant, on sait qu'au niveau du cabinet du chef de l'État, il y a un bureau climat des affaires qui produit chaque mois un baromètre. C'était à environ 35% l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Oui, mais le climat des affaires, vous savez, nous sommes dans un pays, je dirais, nous étions post-conflit. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes sortis de conflit parce que nous avons encore la guerre à l'Est. Donc un pays qui est post-conflit, un pays qui est en conflit, un pays qui est en guerre, il y a des choses sur lesquelles même l'État, le président de la République doit s'impliquer. Et la cellule climat des affaires à laquelle vous faites allusion joue un très grand rôle parce que en même temps que l'État veut mobiliser beaucoup de recettes au travers des régies financières, il y a des litiges qui naissent et la cellule financière joue un très grand rôle dans la réconciliation des intérêts de l'État et du climat de l'affaire qui doit être sain pour que le business puisse grandir. Et puis, lorsque vous rencontrez des opérateurs économiques, ils vous disent que la politique fiscale est toxique en RDC. Donc, il y a un problème aussi à ce niveau-là. Oui, je dirais aussi non. Il y a un problème de culture fiscale qui n'est pas très développé. Vous savez, dans les écoles aujourd'hui, est-ce qu'on enseigne la fiscalité? Donc, le citoyen, le commun des citoyens, quand on lui parle de la fiscalité, il croit qu'on veut lui voler son argent. Mais je vais vous donner des exemples d'un pays comme le Pays-Bas, où vous trouvez que le citoyen est d'accord de payer 60% de ses revenus à l'État, parce qu'il sait que si la digue qui avait été construite pour protéger le pays disparaît, lui-même, il va disparaître et il paye. Donc l'État, le citoyen, doit comprendre que l'État, sans les impôts, l'État ne peut pas assurer tout son rôle régalien. Et l'État également doit montrer ce à quoi sert l'impôt payé par la population obligatoirement. Oui, là c'est un problème de redevabilité qui jusque-là l'État ne joue pas franc. Parce que l'État, c'est comme une entreprise. Hein. Vous produisez, vous travaillez avec des parties prenantes, vous avez le devoir de rentrer vers eux pour rendre compte de ce que vous avez pris. Ça, c'est encore un problème qui est réel ici, en Afrique et même dans notre pays. Alors, Monsieur DG, vous avez lancé un événement en RDC, DRC, Tax Masolo. Vous êtes justement dans la fiscalité. Expliquez-nous pourquoi avoir lancé cet événement en République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour la question. La DRC Tax Masolo, nous avons créé une plateforme où nous avons pris en compte les plaintes des hommes d'affaires qui se disent qu'il y a la tracasserie. Nous avons pris aussi le point de vue du gouvernement, des administrations qui disent que
c'est au travers les revenus qu'il récolte auprès de ses citoyens qu'il doit assurer son rôle régalien. Et nous disons, avec l'expérience que nous avons eue dans d'autres pays, nous créons une plateforme au travers de laquelle il y aura dialogue entre l'État et les opérateurs économiques pour essayer de voir comment est-ce que l'État peut faire le maximum qu'il peut, mais tout en respectant les libertés des gens, les libertés de faire des profits et sans asphyxier les entreprises. Donc c'est pour essayer d'atteindre cet objectif-là que nous avons mis en place ce forum. Cette plateforme est permanente ou conjoncturelle? Elle est devenue permanente du fait que nous préparons le forum pendant l'année, mais lorsque le forum passe, nous créons un comité de suivi des réalisations. Parce que chaque fois qu'il y a un forum, il y en a eu déjà 2, chaque fois qu'il y a un forum, nous produisons des recommandations que nous déposons auprès du gouvernement, auprès de l'AFEC et de tous les syndicats des opérateurs économiques, pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse essayer d'améliorer ce qui a été recommandé pour que nous puissions avoir un climat des affaires qui puisse être compatible pour les intérêts des uns et des autres. Alors, dites-nous comment ça se déroule l'événement. Ça se déroule comment on arrive. Expliquez-nous un peu. Nous avons des partenaires avec qui nous travaillons. Nous avons l'administration fiscale, l'administration parafiscale, la douane. Nous avons les régies financières provinciales, il y en a 26. Nous avons les syndicats des employeurs, qui est la FEC, la COPEMECO, et nous prenons des délégués de chaque, de toutes ces plateformes. Nous organisons des réunions préparatoires au travers desquelles nous étudions le thème qui a été mis en place et nous échangeons sur les questions qui peuvent faire que nous puissions avoir l'information pour améliorer les questions qui ont été soulevées. Donc c'est là où les opérateurs soulèvent des inquiétudes, l'administration aussi soulève des inquiétudes et en échangeant, nous arrivons à dégager des recommandations qui permettent que du côté de l'État, on puisse améliorer ou supprimer certaines choses et que du côté des opérateurs économiques, qu'ils puissent aussi changer de comportement. Prenons un exemple, le débat sur la pression fiscale. Oui. Vous le mettez sur la table dans DRC Tax Masolo, ça se passe comment? Oui, quand nous mettons la pression fiscale, le côté administration, il faut dire non, eux, ils font leur travail. Le côté des opérateurs économiques, ils vont dire ils ne peuvent pas continuer à travailler lorsqu'ils sont harcelés de cette manière-là. Bon, nous, ce que nous expliquons aux uns et aux autres, la fiscalité doit exister. L'État doit continuer à collecter des impôts, mais l'État aussi ne doit pas tuer les entreprises. Donc, et aujourd'hui, par exemple, dans le milieu congolais, quand on parle de pression fiscale, ça dépend des domaines. Il y a des domaines où la fiscalité elle est presque nulle. Il y a des entreprises qui opèrent impunément, mais il y a d'autres où les administrations se focalisent et la pression fiscale chez eux exacerbe au moment où la pression fiscale, parce qu'on en parle, dans l'ensemble est parmi les plus bas de l'Afrique et même du monde. Nous sommes autour de 13%, alors que quand vous calculez pour certains opérateurs économiques, vous arrivez à 35% de pression fiscale parce qu'il est dans un secteur, il a une nature que l'administration estime que c'est seulement de ce côté-là qu'il doit prendre de l'argent. Et c'est comme ça que vous voyez par exemple, parmi les thèmes qu'on a utilisés, on a utilisé les secteurs clés de l'économie. Par exemple, une entreprise qui travaille dans le secteur minier, il est asphyxié fiscalement parce que les types de taxes, les taux de taxes qu'il y a, bon, si on doit tout recouvrer, parfois l'entreprise se retrouve un peu mal. La pression est plus élevée pour ceux qui sont dans les mines. Pour ceux qui sont dans certains secteurs, il n'y a pas que les mines, il y a les finances, donc les banques, parce que, au fait, l'administration fiscale, avec les moyens actuels qu'elle a, ne sait pas aller chez tout le monde.
Donc, elle va chez les gens qui sont plus ou moins organisés. Et ce sont les entreprises du secteur des mines, des télécommunications, du secteur de finances, qui, eux, ont une organisation, parce que souvent, c'est des structures qui sont liées à des organisations internationales et qui ont suffisamment de transparence qui permettent aux administrations fiscales de relever tout ce qu'il y a comme revenu dans ces secteurs-là. Alors que dans le secteur du commerce, par exemple, où se trouvent beaucoup de Congolais, vous allez trouver que l'administration ne s'y met pas autant qu'il se met pour certains secteurs. Alors, en quoi DRC Tax Masolo répond aux enjeux fiscaux et économiques actuels du pays? DRC Tax Masolo amène, par exemple, les gens de l'administration à comprendre que, tout en faisant leur travail, ils ne doivent pas déranger les autres. Par exemple, 10 contrôles au même moment, ça tue le travail de l'opérateur économique. Donc, nous sommes en train d'amener l'État, petit à petit, à regrouper les contrôles, à regrouper les administrations. En tout cas, pour nous, l'objectif est que nous puissions arriver à une seule administration fiscale qui puisse coordonner les descentes sur les entreprises afin de les laisser aussi travailler. Donc, on ne doit plus avoir autant de régies financières, on doit avoir une seule régie financière, d'après vous? Ça serait plus idéal. Parce que s'ils sont ensemble, ils n'iront pas 10 fois chez un client. Mais tant qu'ils sont comme ils sont là, chacun a ses objectifs et il descend quand il veut chez l'opérateur économique et ça ne fait pas bien. Bon, déjà, au-delà de ça, il y a même le problème, vous voyez, ça, le code, on appelle ça code des impôts. Le code des impôts, ça devait être une loi. Le code des impôts devait avoir l'article 1er jusqu'à l'article 2000 ou article combien. Mais nous n'avons pas de code d'impôt. Donc, les textes ne sont pas regroupés même au même endroit. Ne fût-ce que ça. Il faut l'élaborer. Il faut l'élaborer. Et ce sont les choses sur lesquelles nous sommes en train de pousser l'État à aller vers le fait que nous ayons un code des impôts pour que nous ayons une autorité fiscale qui puisse y aller, mais surtout que l'État lui-même puisse mettre en place des mécanismes pour une cellule fiscale au niveau du gouvernement. Ça n'existe pas. DRC Tax Masolo, ça veut dire des échanges. Oui. Alors, on connaît un peu les réalités de notre secteur économique. On aime bien le contact physique. Oui. Si on passe à la dématérialisation, à la digitalisation, est-ce qu'on a encore besoin de DRC Tax Masolo? Je ne comprends pas. La digitalisation de l'administration? Où il n'y a pas de contact direct entre l'opérateur économique et l'administration, parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a souvent des problèmes. Oui et non. L'administration continuera à percevoir de l'argent, continuera à contrôler les sociétés. Donc, les frustrations seront toujours là, que ce soit digital ou pas. Donc, la DRC Tax Masolo, c'est un dialogue permanent que nous avons mis en place au travers de cette plateforme pour que le citoyen puisse s'exprimer. Nous voulons pousser l'État à donner l'occasion aux citoyens qui payent son impôt à poser des questions. Et c'est ça que nous faisons. Et ça la digitalisation n'affectera pas l'existence des DRC Tax Masolo. Donc, KPMG veut s'inscrire comme un acteur stratégique dans la fiscalité congolaise et peut-être africaine aussi. Oui, bien sûr. Déjà au niveau mondial, nous avons, comme je l'ai dit, KPMG œuvre dans l'audit, dans les conseils de gestion et dans la fiscalité. Donc nous avons une batterie de grosses intelligences où nous assistons au niveau mondial, au niveau africain et ici au Congo, où nous avons des spécialistes qui conseillent en matière fiscale. Donc nous nous inscrivons, nous travaillons pour ça et nous sommes payés pour ça et nous ne comptons pas arrêter demain. La première édition s'est déroulée en 2024, oui. Ça s'était bien passé, c'était une première expérience. Oui, la première édition en 2024,
c'était une surprise pour beaucoup, mais ça s'était très bien déroulé. Nous avions invité des gens de plusieurs pays du monde qui sont venus et qui ont donné des témoignages, qui ont aidé les gens de l'administration à réfléchir un peu sur la manière qu'ils sont organisés. La deuxième édition, c'était cette année, au mois de mai. Ouais. Comment ça s'est déroulé, l'événement? La deuxième édition qui s'est déroulée cette année, comme vous le savez, c'est toujours à Hilton. Ça s'est amélioré par rapport à l'édition précédente parce que nous avons acquis un peu plus d'expérience à mettre les gens ensemble. Nous avons eu des invités de qualité aussi et elle s'est très bien déroulée et nous avons eu des échos de la part de ceux qui ont participé parce que nous avons eu à peu près 2000 participants en ligne. Nous avons eu en présentiel une centaine de personnes qui étaient là pendant 2 jours et qui ont échangé dans un climat bon enfant. Qu'est-ce que vous avez amélioré lors de la deuxième édition? Ce que nous avons amélioré, c'est le dialogue qui a été préparé avant. La première édition, nous avions organisé un peu à retard les ateliers préparatoires. À cette édition, nous avons organisé un peu plus tôt et nous avons même permis à certaines administrations de le faire en ligne, ce qui a permis même ceux qui sont en province d'intervenir. Et donc, au fur et à mesure que nous avançons, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes qui permettent que nous puissions atteindre tout le monde. Et ça, c'est une avancée. Quel était le thème principal de cet événement? L'événement de cette année, de l'année 2025. 2025, oui. Oui, c'était quels sont les enjeux des 4 secteurs clés de l'économie nationale. C'était, on parlait du secteur minier, secteur des télécommunications, secteur bancaire et assurance et le secteur des PME. Mais quand vous regardez par exemple le secteur des télécommunications, vous allez voir que nous avons mené une étude. Vous trouvez par exemple qu'il y a 71 taxes. Et lorsque nous avons mené des études statistiques, nous avons trouvé que sur les 71 taxes, il n'y a que 8 qui génèrent 95% des revenus qu'on collecte. Et les autres? La question est de savoir pourquoi il y a autant de taxes. Pourquoi il y a 71 alors que c'est 8 seulement qui produisent 95% des revenus. Pourquoi ne pas supprimer ceux qui sont superflus? Parce que toutes les taxes mises en place, ça génère, il y a des gens qui doivent gérer, donc ça génère des dépenses pour l'État. Donc il y a moyen de compresser la soixantaine de taxes inutiles qui sont là, à rajouter peut-être 2 ou 3 sur les 8, en avoir 11, ça améliore le climat des affaires et l'État n'aura pas perdu en termes de revenus. Ce n'est pas des taxes redondantes ou une superposition des taxes? Il y a la redondance, il y a entre les provinces et l'administration centrale, il y a une certaine redondance. Et il y a, même au niveau central, il y a une multiplicité, une duplication des taxes qui font que, si je vous donne l'exemple, vous voyez la pylône qui porte des antennes de télécommunications. À un niveau, on l'appelle pylône, à un autre, on l'appelle antenne, et on doit payer sur les deux. On paye pour le pylône, on paye pour l'antenne. Alors que c'est la même chose. Donc, il y a vraiment des choses qu'il faut... C'est intentionnel ou c'est une façon de soutirer de l'argent auprès des opérateurs économiques? Au fait, c'est l'organisation de la politique fiscale de l'État qui entraîne à cela. Comme chaque ministère s'est vu dans le devoir de générer des revenus, chaque ministre s'est mis à produire des arrêtés mettant en place des revenus, sans tenir compte de ce que l'autre faisait. Il y a eu une harmonisation qui s'est faite, mais le conflit des intérêts a fait que certaines taxes, on n'arrive pas à supprimer la duplication. On va dire que la politique fiscale est économicide d'aujourd'hui, du Congo. Oui, on peut dire que nous avons encore beaucoup de choses à améliorer.
Alors, vous avez des intervenants, vous avez des panels. Oui. Quels sont les intervenants ou les panels qui ont été remarquables lors de cette deuxième édition? En tout cas, à deuxième édition, je peux parler haut et fort. Par exemple, le président, c'est le président de l'ARPTC. Il a été très remarquable et très attentif en même temps. Dans les analyses qui ont été faites, il y a la présidente du groupe Glencore qui a marqué l'auditoire avec son intervention, une dame qui parle très calmement, mais qui a vraiment touché le cœur des autres. Il y a le directeur général de FOGEC, vous connaissez le FOGEC, le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat. Pour l'entrepreneuriat, qui était là et dont l'intervention a été très remarquable. Mais vous avez aussi parmi les gens de l'administration, il y a eu des gens de la DGRAD, un certain monsieur Kambili qui a brillamment parlé et qui a été apprécié même par les opérateurs économiques. Donc c'est pour dire que on est en train de créer un élan, que ce soit du côté des opérateurs économiques qui se plaignent de l'administration ou de l'administration qui se plaint des opérateurs économiques ou qui se plaignent des conditions de travail. Parce que les challenges, ce n'est pas seulement, récolter les taxes, mais même les conditions dans lesquelles les agents travaillent intéressent beaucoup la DRC Tax Masolo. Il y a eu certainement des recommandations sorties des différents ateliers. Quelles sont les principales recommandations? Oui, la principale recommandation que je peux dire, c'est par exemple, la mise en place de la cellule fiscale au niveau du gouvernement, au niveau du ministère des Finances. C'est vraiment une recommandation très, très capitale. Et heureusement, aujourd'hui, on a un ministre des Finances qui est un financier, qui est un ancien du ministère des Finances et qui connaît les enjeux et qui comprend. Et là, bientôt, là, j'ai appris qu'ils vont faire un forum qui parle justement de la mise en place d'une cellule fiscale. Donc, ça veut dire que nos recommandations ont écho auprès du gouvernement. Donc, je peux dire aussi, par exemple, les opérateurs économiques ont recommandé qu'on puisse améliorer la gestion de la prime qu'on donne aux agents. Hein, les aviseurs, qu'on définisse et qu'on publie quelles sont les conditions pour que les gens sachent. Parce que comme ça se passe un peu, pas d'une manière transparente, les gens se permettent, n'importe qui peut devenir aviseur. C'est ce qui n'est pas bien. Alors, donc, cette cellule fiscale, ça ne fera pas de double emploi parce qu'on a des services qui sont dédiés à cette affaire, à ce travail, pour ce travail. Justement, c'est ça le problème. La cellule fiscale, c'est elle qui doit définir la politique fiscale du pays. Mais par contre, les administrations fiscales exécutent la politique qui a été définie par le ministère des Finances. Donc les administrations fiscales sont chargées de faire le suivi des lois, des budgets, comment réaliser les revenus de l'État. Mais c'est lui qui définit la politique de l'État, c'est le ministère des Finances. Mais cette cellule peut également être logée au sein du cabinet du ministre des Finances. Oui, ça doit être pas au sein du ministère du cabinet, mais plutôt au sein de l'administration des finances. Bien sûr, sous la tutelle du ministère des Finances. Et une cellule fiscale, c'est elle qui est un cerveau pour créer pour canaliser les impôts et les taxes qui doivent être mises en place avec des études statistiques qui doivent les aider à anticiper sur les besoins de financement que le gouvernement a, quelle quantité d'argent qu'il doit récolter auprès des citoyens, auprès de qui. Et tout cela, c'est le ministère des Finances qui doit imaginer cela. Alors, au cours de cette édition, des engagements ont été pris, j'imagine, de part et d'autre, du côté des opérateurs économiques, du côté de l'administration fiscale. Quels sont les engagements que les uns et les autres ont pris? Déjà, nous avons remarqué le niveau des débats, la qualité des débats s'est améliorée parce que les uns et les autres reconnaissent les faiblesses qui ont été soulevées par l'autre partie. Et donc, ce qui fait que nous croyons
qu'avec les prochaines éditions, les gens vont continuer à s'améliorer. Et les engagements que les gens ont pris, par exemple l'administration fiscale, elle vous dit, bon, elle-même, elle est déjà en train de travailler en interne. Il y a des commissions qui ont été mises en place pour essayer de mettre en place certaines choses. Par exemple, parmi les recommandations, il y a eu le fait que lorsqu'on dépose des avis de redressement, avant de les communiquer aux assujettis, les opérateurs ont dit qu'il y a une contrôle qualité. Parce qu'il peut y avoir des agents qui ont mal fait leur travail, mais s'il y a un comité qui fait le contrôle qualité de ces avis de redressement, ça fera que certaines choses seront réglées pour éviter de créer les litiges. Et ça, l'administration fiscale est en train de mettre en place. Donc, ce sont des engagements que les gens ont pris. Bon, évidemment, la DRC Taxe Masolo, c'est une structure pas contraignante. Ça vient de consentement des parties. Et les opérateurs économiques aussi ont reconnu le fait qu'ils ont le devoir d'accueillir les gens qui viennent les contrôler. Mais de se structurer de sorte qu'ils soient capables à bien répondre aux questions de l'État. Et vous avez observé qu'il y avait également un changement, ou disons un changement dans le dialogue entre les régies financières et les privés. Vous avez observé pendant ces discussions, pendant cet événement? Oui. On a vu que les gens qui se parlaient d'une manière tendue, à la fin, ils ont commencé à sourire, ils ont commencé à échanger convivialement. Ce qui fait que donc, les uns et les autres ont compris que chacun doit jouer son rôle, mais pousser l'autre à ne pas trop déranger le travail de l'autre. C'était important qu'ils parlent ensemble. Et dans ce dialogue, c'est KPMG qui fait quoi? La médiation ou la facilitation? KPMG fait la facilitation. KPMG a des experts qui comprennent, parce que nous, nos experts fiscaux, ils travaillent au jour le jour avec les opérateurs économiques. Ils les accompagnent auprès des administrations fiscales. Donc nous connaissons et l'administration fiscale, leur mode opératoire, et nos clients, les opérateurs économiques, nous connaissons aussi leurs faiblesses. Ce qui fait que nous nous sommes mis au milieu du village pour essayer de ramener les deux parties à comprendre l'utilité de chaque partie. Alors, c'est beau, on organise un événement, on prend des engagements. Le dur, c'est le suivi, c'est l'application. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour le suivi des recommandations qui sont formulées à l'issue de ces éditions de DRC Taxe Masolo? Oui, il y a un comité de suivi qui comprend des représentants des KPMG, des administrations fiscales, des syndicats patronaux. C'est 6 personnes qui sont là-dedans en train de suivre, parce que les recommandations sont déposées au bureau du président de la République, au bureau du Premier ministre, au bureau du ministre des Finances et chez les partenaires, donc toutes les administrations. Donc, ce comité est chargé de suivre auprès de tous ces organes, toutes ces institutions, pour que les recommandations produisent les effets souhaités. Il rappelle à l'ordre aussi parfois les uns les autres? Non, nous n'avons pas le rôle de rappel à l'ordre, mais nous avons le rôle de rappeler les recommandations. Lorsque nous voyons, par exemple, que quelque chose est fait qui n'est pas, qui ne respecte pas les recommandations qui ont été soulevées, ce comité a le rôle de rappeler à cette autorité ou à cette partie prenante que n'oubliez pas ce que nous avons mis en place comme recommandation. Ou de dire que, bon, aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés à telle période. Par exemple, là, le budget est en train d'être préparé. Ça veut dire que la loi des finances aussi est en route. Qu'est-ce qui a été fait pour que les recommandations que nous avons soulevées
puisse avoir un écho, par exemple, dans la loi de finances 2026. Alors, comment vous évaluez la collaboration avec vos partenaires et les sponsors? Ça s'est bien passé ou... Oui, je peux dire, parce que les partenaires, ils ont été vraiment ouverts avec nous. Les partenaires ont été collaborants. Ils mettent à notre disposition ils nous mettent à notre disposition des experts qui viennent participer aux travaux, même préparatoires. Et les sponsors, de leur côté, ils mettent à notre disposition des moyens. Vous savez, un tel forum, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte combien? Bon, ça dépend des participations, mais le minimum, c'est combien? En tout cas, le minimum, c'est 200 000 $. Hein. Le minimum. Si vous faites moins de participants, vous pouvez aller jusqu'à 200 000, mais sinon, si vous voulez faire un forum où il participe 500 personnes, vous pouvez facilement arriver à 300 400 000 $. L'argent vient d'où? C'est KPMG avec... L'argent, KPMG donne une partie et les sponsors donnent... c'est beaucoup plus les sponsors qui financent. Et KPMG gagne quoi dans KPMG gagne la facilitation de son travail, la facilitation de la vie de ses clients. Et KPMG gagne aussi en visibilité parce que au travers de ce forum, nous instruisons même les étudiants, hein, parce que nous invitons même les étudiants à ce forum, ce qui fait que ceux qui ne connaissaient pas le rôle que KPMG peut jouer dans la société, ceux qui ne connaissaient pas le métier d'audit, ceux qui ne connaissaient pas le métier de fiscaliste apprennent et ça leur donne le goût de s'orienter vers ces secteurs. Parce que vous savez, il est difficile d'avoir des fiscalistes aguerris sortis de l'école. Donc, au jour d'aujourd'hui, les gens qui ne connaissaient pas le secteur de la fiscalité peuvent s'orienter facilement vers les domaines de la fiscalité. Donc, nous y gagnons. Alors, on a parlé de 2025, 2026, l'année prochaine. Il est prévu la 3e édition de ce DRC Tax Masolo. Quels seront les grands objectifs pour cette 3e édition? On va dire, l'enfant commence à grandir. Oui. Au fait, nous sommes dans la continuité de la logique d'arriver à mettre en place un système fiscal qui n'étouffe pas les opérateurs économiques, mais qui profite aussi au pays pour que l'État puisse récolter plus de revenus. Alors, dans la version de 2026, nous sommes en train de faire des analyses pour voir les exemptions, les exonérations qu'on accorde. Ça a quel bénéfice sur l'économie du pays? Donc, nous allons faire venir des experts des autres pays qui, avant, ils avaient beaucoup d'exonérations en place. Aujourd'hui, ils n'en ont plus. Quel est l'intérêt d'avoir plus d'exonérations ou de ne pas les avoir? On a déjà en place le Code des investissements qui accorde des avantages fiscaux. Mais aujourd'hui, on vous parle aussi des zones spéciales, des zones économiques spéciales. Et il y a des partenariats publics privés aussi qui accordent des avantages. Et il y a le secteur minier déjà a des conditions qui sont particulières. Est-ce que tout cela contribue à qu'est-ce que l'État y gagne? Qu'est-ce que le pays y gagne? Nous voulons arriver à démystifier cela. Mais est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui repenser la politique fiscale de la RDC? Je donne un exemple, par exemple. On dit à Kinshasa, par exemple, l'IRL, c'est 22% du loyer. Oui. Ce n'est pas exorbitant aujourd'hui, c'est quasiment 10-15% de Quinois qui payent l'IRL. On dit 22%, c'est beaucoup. Est-ce qu'on ne peut pas revoir ça aussi dans cet exercice de révision de la politique fiscale? Justement, c'est pour ça que nous disons que la politique fiscale du pays doit être gérée à un niveau élevé. Ce n'est pas chaque province qui doit penser à ça parce que ça va étouffer la population. Donc, et puis vous savez, nous avons dans ces pays des problèmes aussi, même de connaître des statistiques. Aujourd'hui, les statistiques, c'est un problème. Les projections économiques, les business plans
vous savez que pour que un opérateur économique puisse bien se déployer à un endroit, il doit faire un business plan. Mais il se base son business plan sur quels chiffres? Est-ce que nous avons des chiffres vrais? Donc, au niveau central, au niveau du ministère des Finances, cette cellule-là va essayer de se mettre au-dessus de la mêlée et avec toutes les statistiques qu'ils peuvent avoir, il y a moyen de revoir certains taux des impôts. Vous voyez, par exemple, l'île Maurice. L'île Maurice avait le même niveau de taux d'impôt comme chez nous. Aujourd'hui, ils sont à 15%. Ils font 10 fois plus de recettes que quand ils étaient à 30%. Donc, c'est un problème d'organisation. Et je crois qu'on est en train d'y aller petit à petit. Le gouvernement a prévu aussi l'année prochaine de mettre en place l'IPRPP, qui est l'impôt sur les revenus. Il veut séparer l'impôt sur les revenus des individus, des impôts des sociétés. C'est aussi des choses, des réformes qui peuvent produire des effets escomptés. Alors, l'édition 2026, il y aura des innovations, vous aurez plus de partenaires, des invités? Oui. L'année prochaine, on aura plus d'invités, plus des invités qui viennent de l'extérieur. Et nous aurons aussi plus d'invités qui viennent de l'intérieur du pays. Les régies financières ont commencé timidement à venir. Et là, nous sommes contactés par d'autres régies financières régionales qui veulent arriver, provinciales qui veulent venir participer. Donc, il y aura beaucoup plus d'invités que dans les éditions précédentes. Et les innovations aussi? Bien entendu, parce que là où on dit des chocs des idées, jaillit la lumière. Donc, plus de têtes, plus d'idées. Et c'est sûr qu'il y aura plus d'innovation qu'avant. La thématique aussi déjà bouclée ou vous êtes en train d'étudier? Oui, la thématique, comme je l'ai dit, nous allons analyser les exemptions et leur impact sur l'économie du pays. Donc nous savons déjà sur quoi nous allons parler et nous en parlons déjà parce que nous avons déjà une équipe qui travaille dessus, qui fait déjà des clins d'œil à tous les participants potentiels pour qu'ils puissent donner leurs idées et que nous ayons tous les chiffres qu'il faut pour démontrer aux uns et aux autres ce qu'il en est. Quel message vous lancez par exemple aux potentiels participants? Vous leur dites quoi pour qu'ils mordent à l'hameçon? Non, ce que nous disons, ce pays nous appartient. Vous savez, le pays, c'est l'ensemble de tous les citoyens, personnes physiques comme personnes morales. Parce que souvent, les gens pensent qu'un citoyen, c'est seulement M. Ambago et moi. Non, un citoyen, c'est aussi KPMG. Un citoyen, c'est aussi toutes ces entreprises, Airtel, Aerobank, toutes ces entreprises, Régie des eaux. C'est des citoyens. Donc, ces pays nous appartiennent et c'est à nous de chercher à créer un climat qui favorise l'explosion de notre économie. Nous avons vécu des siècles en potentiel. Notre pays a beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, nous voulons aller à exploser ces potentiels en mettant en place un système de gestion de fiscalité qui encourage les investisseurs à venir, un système où les gens se sentent sécurisés, que les citoyens, au lieu de prendre leur argent et aller le placer ailleurs, qu'ils le placent ici, en sachant qu'ici, ils sont en sécurité. Vous parlez aussi, par exemple, de ces 30-40% que demandent les décideurs pour signer tel contrat, pour valider un investissement. Vous discutez également de ce sujet? Oui, bien sûr, parce que le climat des affaires, c'est aussi la gouvernance. Ce dont vous parlez, c'est la mauvaise gouvernance. Mais il n'y a pas que la mauvaise gouvernance, il y a aussi des bonnes pratiques. Donc, lors de nos échanges, nous parlons des pratiques, bonnes ou mauvaises, et nous dénonçons les mauvaises et nous encourageons les bonnes. Parce que par exemple, ces pratiques-là ne sont pas des pratiques à favoriser les affaires. Quelqu'un a calculé ses coûts, et puis vous lui demandez qu'il augmente ses coûts pour satisfaire à votre, ou alors que vous preniez une partie de ses revenus. Ce sont des pratiques que nous dénonçons et que au travers parce que parfois
on regarde toujours d'un côté, alors que celui qui donne et celui qui reçoit sont tous les deux responsables de la mauvaise gouvernance. Vous parlez justement de fiscalité. Quand aujourd'hui on parle je donne un exemple, on parle de pot de vin, on parle de bakshish, on parle de pas de porte. Oui. Est-ce que tout ça, ce sont des pratiques qui peuvent favoriser l'investissement? Pont de vin, hashish, c'est mauvais. Pas de porte, c'est légal. Pas de porte, ça veut dire c'est comme une dot. Tu viens épouser ma fille, tu dois d'abord te présenter. C'est officiel, tu viens avec une bouteille de vin, je te reçois. Ça, c'est pas mauvais. Mais par contre, pot de vin, c'est mauvais. Parce que pot de vin change même le comportement de quelqu'un. Donc, nous encourageons les gens, et parce que quand nous parlons de fiscalité, les gens, ils voient tout ce qu'ils dépensent. Dans tout ce qu'ils dépensent, il y a aussi, par exemple, l'argent qui est versé aux communautés. Vous savez qu'il y a des communautés dans lesquelles les entreprises fonctionnent et qui n'ont pas de structures de base. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route de dessert agricole, et parfois certaines entreprises s'y impliquent. Donc, pour favoriser tout ça, les gens ont tendance à vouloir mettre en place des mécanismes qui permettent à ce que leur entreprise travaille dans un environnement acceptable avec les difficultés et les problèmes que l'État connaît. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous discutons, franchement, et nous aidons les uns et les autres à comprendre que c'est en mettant ensemble nos efforts que nous pouvons arriver à un climat des affaires qui puisse être favorable aux investissements, qui puisse être favorable au développement. Je rappelle que notre invité, c'est M. Louison Kiyombo. Il est directeur général de KPMG. M. Kiyombo, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Merci, Béro Matanda. On vous retrouve la semaine prochaine. Alors, M. Kiyombo, quelques questions avant de nous séparer. Des questions, on pourrait dire questions directes. Ouais. Le budget de la RDC, est-ce qu'il peut atteindre 20 milliards de dollars facilement? Il peut même dépasser 20 milliards. Qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut, c'est construire un climat des affaires qui soit favorable. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'île Maurice, où j'ai été plusieurs fois, où vous trouvez les gens de l'administration fiscale sont mieux rémunérés, officiellement, pas de primes rémunérées, mieux que toutes les entreprises privées. Parce que l'État collecte suffisamment de revenus et l'État met en place un plan de carrière qui est ambitieux et qui est mieux que parfois les privés. Donc c'est un problème d'organisation. Avec la même population, vous pouvez produire plus si vous savez comment les aborder. Avec la même population, vous pouvez détruire, vous pouvez même ne rien avoir. Parce qu'il faut connaître l'histoire de l'impôt. Par exemple, dans notre pays, il y avait l'impôt qu'on appelait per capita. C'est là où on a commencé, où les chefs de village, pour faire face à ces dépenses en tant que chef, ils collectaient des poules. C'était un troc en nature. Ils collectaient des poules, des œufs auprès de ses concitoyens, parce que lui devait représenter la communauté. Et c'est ce que l'État essaie de faire, mais il faut bien le faire. Si les communautés se retrouvent dans ce que leur chef de village est en train de faire, c'est plus facile pour eux de donner leur chèvre, de donner leur coq au chef de village pour avancer. L'économie de la RDC est toujours extravertie, 2,5 milliards de dollars par mois pour acheter à l'extérieur. On peut en sortir comment? En encourageant les investisseurs à créer des industries locales, en créant un climat favorable à ce que quelqu'un vienne de l'extérieur et qu'il vienne mettre en place, qu'il vienne implanter son usine ici. Vous voyez par exemple, il y a un certain temps, le ciment était totalement importé. Mais aujourd'hui, vous voyez quand même que nous avons, en dehors de nos cimenteries traditionnelles, si vous allez au Katanga, il y en a 3 de plus
qui n'existait pas. Ici aussi, quand vous allez, je crois, à la province du Congo central, il y a aussi une autre cimenterie ou deux qui sont nées. C'est en allant dans ce sens. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a une usine qui produit les carreaux à Maluku. Alors, si on crée les conditions, c'est parce qu'on a créé les conditions dans les zones économiques spéciales que l'usine des carreaux s'est implantée. Alors, pourquoi on ne ferait pas autant pour les autres domaines, pour l'agroalimentaire, pour le textile? Avant, nos mamans, nos sœurs portaient CPA, portaient les tissus qui étaient produits localement. Pourquoi on est arrivé à fermer alors que notre sol peut encore produire du coton? Pourquoi nous allons acheter le coton ailleurs? Merci, Monsieur Kiyombo. DRC, le rendez-vous, c'est l'année prochaine. Ça sera quand? Le DRC Tax Masolo 2026, c'est du 19 au 20 mai 2026 au Hilton Hotel. Quel message vous allez vous lancer? Le message que je peux adresser à la communauté, c'est soutenir les recommandations qui viennent de notre plateforme. Nous avons vécu dans d'autres pays où cette plateforme a aidé l'État à améliorer sensiblement ses revenus. Et aujourd'hui, c'est chez nous. Donc, venez participer nombreux. Poussez, nous demandons aux entreprises d'envoyer des experts à venir participer. Nous demandons aux universités d'envoyer des experts à venir participer, à contribuer, au lieu d'aller critiquer à côté, qu'ils viennent participer dans une plateforme où ils peuvent parler publiquement et que nous allons converger vers l'intérêt commun. Un contact pour peut-être disons, savoir ce qu'il faut faire, un contact ou une adresse mail, quelque chose comme ça? Oui, au fait, nous avons nos bureaux d'abord. Il faut savoir que nos bureaux se trouvent sur le boulevard du 30 juin au bâtiment Equity BCDC 7e étage. Et notre point de contact, c'est Madame Valencha Kabasele, qu'on peut avoir au numéro téléphone 081 38 82 176 ou au téléphone du bureau qui est 084 39 65 200. Mais nous avons notre site internet DRC Tax Masolo. Si vous tapez seulement DRC Tax Masolo, ça vous amène sur le site. Et si vous voulez vous inscrire, il y a déjà un tag qui est là-bas où vous cliquez et vous pouvez vous inscrire sans problème.